Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal en cette soirée du samedi 22 avril 2023 et merci de nous choisir pour vous informer tout de suite à la une de l'actualité de ce jour. Ce n'est plus un rêve, le grand projet d'approvisionnement en eau dans la partie sud de l'île à travers le pipeline des FAO a été lancé officiellement aujourd'hui. De nombreux politiciens ont promis de réaliser ce projet depuis des années, mais le président André Rajoelina n'a été le seul à tenir parole et à le concrétiser. Ainsi, les travaux d'installation de cette prise d'eau sur la rivière des FAO ont été lancés officiellement aujourd'hui par le président de la République, Mboumbe Andjoui. Cet immense projet qui va complètement changer l'histoire de cette région. Mervoulet Ferran et Andrew Radzajaibé. Ce pipeline long de 97 km devrait partir du fleuve des FAO à Issal, dans le district de Tolanar, région Anos, et atteindra ce château d'eau à Mangarif Tchamboumbé, région d'Andjoui. Un énorme projet qui permet de connecter et de relier les régions Anos et Andjoui. La région sud de Madagascar souffre de manque d'eau depuis de nombreuses années et est affectée la plupart du temps par la sécheresse, ce qui entraîne des impacts négatifs sur la population vulnérable, notamment les femmes et les enfants. Conscient des problèmes auxquels sont confrontés les enfants, Emiliano a demandé au gouvernement la résolution de ce problème durant l'émission Democraquise, en collaboration avec l'UNICEF en 2020. Le pipeline FAO est un des grands projets identifiés lors du colloque organisé par la région sud en 2021. Le projet pourra détourner jusqu'à 15 millions de mètres cubes d'eau par an via le fleuve FAO, ce qui est évoqué à 2% des réserves d'eau du fleuve. 2 canaux seront installés en parallèle pour l'utilisation multiple de l'eau afin de fournir de l'eau potable pour la population, pour assurer l'irrigation des cultures et pour le levage. Ce projet permettra de fournir de l'eau potable à 500 000 personnes, d'irriguer une superficie de 80 000 hectares pour l'agriculture et 120 points d'eau pour l'élevage. Ce grand pipeline traversera également 60 villages dans 3 districts, notamment Tolanar, Ambosaratim et Mboumbe, et irriguera les plaines de Sampoun, Marolput et Marolmenti. L'eau est source de vie. Ainsi, le lancement officiel du projet FAO, a déclaré le président de la République, André Rajoelina, va complètement changer l'histoire de la partie sud de l'île. Les habitants de la région Andjoui sont heureux et pleins d'espoir du fait que le président de la République ne les a pas oubliés. Ils ont également bénéficié des projets de développement du gouvernement actuel qui ne seront pas une aide passagère, mais une solution à long terme qui va changer complètement l'histoire du Grand Sud et pour promouvoir leur autonomie. Dans un an, les habitants de cette localité ne souffriront plus de problèmes d'eau. Et d'ici là, le soutien apporté par le gouvernement et ses partenaires se poursuivra, comme la coopération du président avec le PAM à Marolput ou la distribution de plats cuisinés aux habitants en coopération avec l'ONN à Mboumbe Andjoui. Ensuite, ce pipeline est l'un des plus grands projets qui a été mis en exergue et a été demandé par les députés de la région d'Andjoui lors d'un colloque Grand Sud qui s'est tenu à Tolanar en juin 2021. Un colloque qui a permis également de définir les stratégies de lutte contre la pauvreté dans la partie sud de l'île pour assurer le développement et le redressement de l'économie dans cette partie de l'île. L'objectif de ce colloque était de trouver ensemble une solution à long terme aux problèmes auxquels fait face la population dans cette partie, notamment la pénurie d'eau. Et maintenant, il est clair que les décisions qui ont été prises ne sont pas restées au stade de mots, mais sont mises en œuvre, ont déclaré les élus d'Mboumbe, Milavouts Philobert et Jean-Michel Henry. La construction du pipeline a déjà commencé, comme nous venons de suivre sur le reportage précédent, et la réhabilitation de la route nationale 13 reliant Tolanar et Mboumbe a également commencé et avance comme il se doit, comme il a été constaté durant la visite du président de la République, André Rajoelina, ce matin. Judika Ranjianirin sur les images de Andrew Radzajaibé. La réhabilitation de la route nationale 13 a commencé et les travaux avancent normalement. En juin 2022, le président André Rajoelina a lancé officiellement les travaux de réhabilitation de cette route. Et moins d'un an plus tard, entre Tolanar et Mboumbe, les travaux avancent.
L'achèvement de cette route changera complètement l'économie et les moyens de subsistance d'Ambovumbe. À noter que sa réhabilitation est entièrement sur fonds propres du gouvernement malagasy. L'an dernier, le président est venu dans cette localité pour inaugurer de nombreuses infrastructures telles que les routes en pavé, le lycée Manara Bench, le bureau de la direction régionale du ministère du Travail et des lois sociales pour la région Anjouy. Et aujourd'hui, de nombreuses infrastructures ont également été inaugurées, telles que le bureau régional de la sécurité publique, le bureau du ministère de la Population, dédié à l'accueil des victimes de violences basées sur le genre. Le président de la République a également apporté divers équipements sanitaires. Par ailleurs, les maires ont également reçu des motos, cadeaux du président de la République. Force est de constater aujourd'hui que la capitale régionale de l'Anjouy n'est plus un district oublié. Il sera un carrefour du développement, a déclaré le président de la République, Andrzej. Passons maintenant dans un tout autre sujet. La coopération du Sénat de Madagascar avec la France se poursuit après la visite de la délégation du Sénat, conduite par son président Herman Narzaf Maïf à l'île de la Réunion en février 2023 et sa visite au Sénat français à Paris il y a quelques jours. En effet, suite à la coopération entre cette institution et un partenaire à la Réunion, la demande du maire de Fionnane dans le district d'Ankasbe pour l'approvisionnement en eau et en électricité de cette commune a été exaucée. Reportage. Le président du Sénat, avec le président de Solar Plexus à La Réunion, Alain Oriols, aussi représentant du Sénat français de La Réunion, et le président du groupe d'amitié France-Madagascar, Nassima Dindar, sont venus dans la commune de Fionnane vendredi pour constater et mener une enquête approfondie sur l'endroit où l'électricité et l'eau peuvent être fournies dans cette municipalité du district d'Ankasbe. Il a été décidé après cette visite qu'une centrale solaire sera installée pour pouvoir alimenter en électricité chaque foyer et les ruelles dans cette localité. Il s'agit d'un projet qui vise à fournir de l'électricité pour tous, qui participe également à la réalisation du pèlerin du président de la République, mais surtout pour pouvoir faire fonctionner le stockage des médicaments et des vaccins au CSP2 de la commune de Fionnane, a précisé le président du Sénat. De nombreux projets seront mis en œuvre par Solar Plexus à Madagascar, a-t-il affirmé, et ce projet d'approvisionnement en eau et en électricité en fait partie. Par ailleurs, l'existence de ce projet assure un développement durable à la commune, a déclaré le maire de Fionnane. Continuons dans la partie nord de l'île. À présent, les prisonniers feront de la culture sur 50 hectares de terrain au camp pénal d'Antsalak à Antirane. Ils recevront une formation à cet effet. L'objectif du ministre de la Justice venu sur place pour constater l'avancée des travaux et l'autosuffisance alimentaire de la prison et le renforcement des capacités des détenus en vue de leur réintégration auprès de la société après la prison. Le manioc est la première denrée qui vient à l'esprit quand on parle de nourriture des prisonniers à Madagascar. C'est leur nourriture de base. Ils consomment rarement du riz et de la viande. Mais malgré leurs fautes qu'ils auraient pu commettre, les détenus sont des êtres humains et ont droit à une nourriture saine et suffisante. Le ministère de la Justice ambitionne d'améliorer les conditions de vie des détenus. Et à cet effet, des formations en agriculture ont été octroyées aux détenus du camp pénal d'Antsalak, Antirane. Selon le ministre garde des Sceaux, l'Inde Moulatine Radiamana Denassou, ils peuvent mettre en pratique les formations qu'ils ont acquises pour subvenir aux besoins à leur sortie de prison. Cela contribuera également à l'autosuffisance alimentaire des prisons. 50 hectares de terre seront cultivés et 3 tracteurs sont utilisés à cet effet. Dans 4 mois, ces détenus pourront récolter le fruit de leur labeur selon toujours les informations. Il convient de noter que ce projet a été réalisé grâce à la coopération du ministère de la Justice avec le secteur privé. Mercredi, l'association des épouses de militaires au sein du ministère de la Défense nationale, ou FIVAMI, dirigée par Akutorzana Lydia, a offert des consultations ophtalmologiques gratuites au sein de l'orphelinat des armées à Ntsassou. Cette activité fait partie de leur œuvre caritative et tous les médecins qui ont effectué les examens sont des épouses de militaires et des étudiants en médecine au sein de l'armée. L'événement a été fait dans la
dans la solidarité et la fraternité. Il y a également eu un don de médicaments et de lunettes gratuits aux enfants qui en ont besoin. 21 enfants sont pris en charge par des éducateurs civils et militaires au sein de cet orphelinat. Passons à présent aux actualités internationales. Des tirs et explosions ont été entendus samedi dans la capitale du Soudan malgré l'accord d'une trêve la veille et une relative accalmie durant la nuit. Les violents affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires qui entrent dans leur deuxième semaine ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés. France 24. Selon mes contacts à Khartoum, il n'y a pas réellement de cessez-le-feu en cours au Soudan. Ils me disent que certes, les combats sont moins intenses aux alentours du palais présidentiel à Khartoum, aux alentours de l'aéroport, mais ils entendent toujours régulièrement des tirs et des explosions. Ce n'est pas surprenant, car au cours des derniers jours, aussi bien l'armée que les forces de soutien rapide se sont engagées à respecter des cessez-le-feu et elles ne l'ont jamais fait. D'ailleurs, l'armée a à plusieurs reprises dit qu'elle ne négocierait pas avec les forces de soutien rapide tant que ces dernières ne seraient pas complètement dissoutes. Mais voilà, un cessez-le-feu est extrêmement important pour la population civile. Beaucoup n'ont plus assez de nourriture, n'ont plus d'eau, beaucoup n'ont pas eu accès à l'électricité depuis samedi dernier. Donc il est vraiment très important qu'un cessez-le-feu soit mis en place pour qu'ils puissent aller chercher de la nourriture, pour qu'ils puissent se rendre dans les hôpitaux. À l'heure à laquelle je vous parle, des milliers de Soudanais essaient d'évacuer Khartoum pour aller dans des villes qui n'ont pas été touchées par les combats. Au cours des derniers jours, ils se rendaient souvent dans la ville de Ouad Medani à l'est. Or, depuis quelques heures, il semblerait qu'il y ait des combats sur la route principale selon des sources présentes sur place. Et donc la seule solution serait d'aller au nord, dans la ville d'Adbara. Mais voilà, c'est toujours extrêmement compliqué. Il faut réussir à trouver un passage sûr dans Khartoum. Il faut réussir à trouver une voiture ou un bus qui peut emmener les civils sur place. C'est très compliqué. Alors, des millions de personnes sont toujours bloquées dans la capitale soudanaise. Elles n'attendent qu'une chose, un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu qui tarde pour l'instant à venir. Alors que la capitale du Soudan connaît une relative accalmie dans les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide, des discussions sont en cours pour permettre l'évacuation des ressortissants étrangers. L'Union européenne prévoit dans les prochains jours une opération par voie terrestre pour faire sortir 1500 de ses citoyens, toujours bloqués dans le pays. France 24. Ces soldats japonais embarquent à destination de Djibouti. C'est là qu'ils stationneront en attendant de pouvoir se poser au Soudan afin d'évacuer une soixantaine de leurs compatriotes. Nous considérons différentes modalités d'évacuation des ressortissants, y compris l'utilisation de véhicules terrestres. Même ordre de mission pour ces militaires sud-coréens. Séoul espère récupérer ses 26 ressortissants actuellement au Soudan. Les deux contingents asiatiques retrouveront à Djibouti les forces américaines, également en attente d'une opportunité de pénétrer le territoire soudanais. L'aéroport international de Khartoum et la frontière du Soudan avec le Tchad sont fermés. Il n'est pas prudent d'entreprendre une évacuation coordonnée des citoyens américains à l'heure actuelle. La France a également renforcé son contingent à Djibouti. Le Quai d'Orsay suit quotidiennement la situation des 250 Français au Soudan et les invite à la prudence. Le message que nous faisons passer à nos concitoyens aujourd'hui, c'est de rester confinés chez eux et de garder le contact avec notre cellule de crise, avec notre ambassade, pour bien maintenir ce lien et être en mesure d'envisager la suite. Les Allemands, eux, avaient déjà tenté en début de semaine d'envoyer des avions militaires à Khartoum, mais les appareils avaient dû rebrousser chemin après les attaques menées sur l'aéroport international. Du côté des organisations humanitaires, la plupart des opérations sont suspendues. Après la mort de 3 membres du programme alimentaire mondial samedi, c'est un salarié de l'agence onusienne chargée des migrants qui a été tué ce vendredi. Et pour clôturer cette édition, la Cour suprême des États-Unis a décidé vendredi de protéger temporairement l'accès à la pilule abortive utilisée pour plus de la moitié des IVG dans le pays, suspendant des restrictions décidées par des tribunaux inférieurs. France 24. Le soulagement est grand pour les défenseurs du droit à l'avortement. À la majorité, mais pas à l'unanimité, la Cour suprême américaine décide de maintenir l'accès à cette pilule abortive utilisée pour plus de la moitié des IVG dans le pays. Une position saluée par Joe Biden. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour les Américaines. Je continuerai à lutter contre les attaques politiques contre la santé des femmes.
La plus haute juridiction bloque la décision d'un magistrat fédéral ultra-conservateur du Texas. Le 7 avril, Matthew Kacsmaryk annulait l'autorisation de mise sur le marché de la pilule en question. Il la jugeait dangereuse pour la santé, en dépit du consensus scientifique. Malgré cette prise de position de la Cour suprême, ce ping-pong judiciaire inquiète le planning familial américain. Le fait qu'un seul juge, dans un district, d'un seul État, ait provoqué un tel chaos dans tout le pays est tout à fait inquiétant. Le sort de l'IVG est incertain dans le pays depuis le 24 juin dernier, date à laquelle la Cour suprême a révoqué un arrêt emblématique qui garantissait le droit à l'avortement constitutionnellement. Depuis, son accès n'est déjà plus disponible officiellement dans une quinzaine d'États. En tout cas, la bataille judiciaire autour de la pilule abortive va se poursuivre. Le dossier doit encore être jugé sur le fond. Il s'agit de savoir si l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence fédérale du médicament il y a 23 ans est légale. Mesdames et messieurs, cette édition touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.